Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, votre rendez-vous quotidien de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Frédéric Renaudot, le président de The Plug. On va donc parler des bornes de recharge électrique. Son entreprise vient de réaliser une levée de fonds de 240 millions d'euros. Pour quelle stratégie? Réponse dans une minute. Pour notre débat, on va parler des illuminations de Noël. Certaines villes veulent les supprimer pour faire des économies. Il y a des alternatives et des options durables, vous verrez. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble Revival, ou comment revaloriser les thermoplastiques, notamment pour les transformer en revêtements de pistes cyclables. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact, c'est 30 minutes. Bonjour Frédéric Renaudot, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le président de The Plug. Votre métier, ce sont les bornes de recharge électrique en copropriété ou en entreprise. C'est combien de clients aujourd'hui, The Plug? Aujourd'hui, The Plug a environ 700 000 places de parking qui sont sous convention et qui sont équipables quasi immédiatement sur à peu près 8000 immeubles. 8000 immeubles, donc c'est effectivement beaucoup. Vous êtes leader sur votre marché aujourd'hui? Oui, absolument. En fait, nous étions déjà leader jusqu'au mois de septembre. Et en septembre, nous avons annoncé à la fois une levée de fonds et l'absorption en fusion avec la société Borne Solutions, qui est le numéro 2 du marché. Et ensemble, donc, nous avons 8000 immeubles qui vont être équipés ou qui le sont déjà. Alors, on va y revenir sur cette levée de fonds et la stratégie associée. Mais peut-être pour poser un peu les enjeux, la copropriété, c'est quoi? C'est le meilleur endroit pour recharger sa voiture? Est-ce qu'on peut dire ça? En tout cas, la recharge à domicile, c'est le meilleur endroit, ça c'est certain, puisque d'après les études, environ 80% de la recharge se passe à domicile. C'est assez simple. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un véhicule électrique, c'est mon cas, on aime bien pouvoir recharger au moment où le véhicule est déjà stationné de toute façon, où on n'a pas besoin d'aller à un endroit. De chercher un endroit pour le recharger. Un endroit, contrairement à la voiture thermique où on doit aller à la pompe. Donc c'est encore plus simple en fait que la voiture thermique objectivement. Et donc il faut recharger la nuit. De plus, c'est également beaucoup plus vertueux pour les réseaux électriques puisque c'est le moment où ils sont le moins utilisés. Alors ça, c'est un enjeu très important. Je voudrais qu'on s'y arrête quelques minutes parce que là, on parle tous depuis cette rentrée de sobriété énergétique. On se pose la question, est-ce qu'on va être confronté à des délestages, à des coupures d'électricité cet hiver? Il y a aussi un enjeu économique. Il y a le système heure creuse, heure pleine. Ça coûte moins cher de recharger la nuit quand on a ce système? Oui, et de moins en moins cher, c'est-à-dire par rapport à l'heure pleine qui est, elle, de plus en plus chère. C'est-à-dire que l'écart est de plus en plus important. Et dans les offres que nous allons proposer, on va avoir un impact parfois selon les offres, jusqu'à 2 fois plus de différence entre l'heure pleine et l'heure creuse. Et ce qui incite vraiment les gens à recharger en heure creuse. Alors, j'ai posé la question à des constructeurs automobiles dans une autre émission. Est-ce que cette hausse du prix de l'électricité, des cours de l'électricité, qui a été vertigineuse ces derniers mois, parfois totalement irrationnelle d'ailleurs, est-ce que ça remet en cause le modèle d'une certaine façon? Vous devez vous poser forcément cette question. Alors évidemment, c'est une question, et l'incertitude à court terme crée des doutes chez certains clients, évidemment. Mais en réalité, l'écart par rapport aux énergies fossiles et aux carburants en particulier s'accroît plutôt. Et donc l'électricité a toujours de l'intérêt. Et de plus, les pouvoirs publics vont continuer à favoriser sur le long terme plutôt l'électricité qui est plus décarbonée que les énergies fossiles. Donc vous avez annoncé cette levée de fonds de 240 millions d'euros. Qui sont vos investisseurs? Alors en fait, il y en a un seul. C'est le fonds ICG, un fonds britannique mais qui est international avec une équipe française très proche et très sympathique et qui prend la majorité du capital. Mais les fondateurs et l'actionnaire de la série A, la première levée de fonds, restent au capital également. Voilà. Et d'ailleurs, Borne Solutions, dont vous aviez parlé, est dans le portefeuille d'ICG. Voilà, exactement. Donc, une partie de la levée de fonds sert en fait à justement intégrer Borne Solutions. C'est quoi la stratégie globale avec cette levée de fonds? La stratégie, en fait, c'est toujours la même, c'est de faciliter l'accès à la recharge dans les environnements un peu compliqués, c'est-à-dire multi-utilisateurs ou multi-locataires, donc les copropriétés, également les immeubles multi-entreprises, dans lesquels le
le fait d'obtenir une borne de recharge n'est pas toujours facile puisqu'il y a une décision qui est collective. Et ça, c'est une problématique qu'on retrouve partout dans le monde, dans les marchés européens bien sûr, mais également outre-Atlantique, aux États-Unis et même au-delà. Et dans notre business plan, nous allons nous concentrer sur les principaux marchés européens et les États-Unis. Donc ça veut dire que vous êtes en train de recruter en France, mais aussi potentiellement dans certains de ces pays cibles, c'est ça? Oui, absolument. Aujourd'hui, The Plug, c'est à peu près post-fusion 200 personnes en France. On compte faire encore 500 recrutements d'ici 2025 pour accompagner notre croissance. Et aux États-Unis, pour l'instant, on a une petite équipe d'une dizaine de personnes, mais des ambitions importantes. Et on pense qu'à terme, la taille de l'équipe là-bas va dépasser même celle de la France. Et ensuite, les autres pays européens, on commence à s'y implanter. Ouais, le marché américain, il est mûr pour l'électrification, parce que bon, voilà, c'est un pays qui a un rapport à la voiture qui n'est pas tout à fait le même que le nôtre. Je recevais il y a quelques semaines le patron de Jeep France qui disait en France, Jeep ne vend plus de modèles thermiques. Il me disait, on ne pourrait pas faire ça aux États-Unis. Donc, est-ce que le marché est mûr là-bas? Alors, c'est un pays de paradoxe, hein, évidemment, mais c'est aussi le pays de Tesla. Ce que vous décrivez est vrai, mais c'est aussi le pays de Tesla. C'est vrai. Et donc, le véhicule électrique est un peu plus en retard qu'en Europe. Son adoption est un peu en retard, mais c'est très bien pour nous, puisque nous arrivons aussi plus tard. Et donc, c'est le bon moment, en fait, pour arriver aux États-Unis. Ouais, quand on lance un plan de recrutement comme celui-là, 500 personnes, vous l'avez dit, quel type de talent? C'est un peu dans tous les métiers, ou alors il y a des métiers spécifiques que vous recherchez? Il y a deux métiers principaux, les commerciaux et les ingénieurs projets, qui sont aussi des gestionnaires de projets. Ce sont des talents qui sont très demandés dans les startups, notamment. Donc, il y a une vraie concurrence. Et en dehors de ça, nous recrutons également dans toutes les fonctions support, c'est-à-dire finance, RH, etc., mais surtout aussi R&D, donc technique. Ouais. Alors je reviens vraiment à l'offre The Plug pour une collectivité. Des questions basiques. Est-ce que ça alourdit les charges collectives déjà, Alors justement non, en fait c'est tout l'intérêt de la solution The Plug qui a été créée en 2014 avec cette nouvelle idée qui s'est maintenant imposée comme le standard du marché, qui était que pour fonctionner en copropriété, il fallait qu'il n'y ait pas d'impact justement sur les charges de copropriété. Sinon, l'ensemble des copropriétaires n'accepteraient pas la solution. En général, on ne veut pas payer pour une solution dont on n'a pas l'usage immédiat. Et donc, l'idée, c'était justement de créer ce modèle qui investit à ses frais dans le parking de l'immeuble, qui raccorde l'infrastructure à sa propre alimentation électrique, qui n'est pas celle de l'immeuble. Et de ce fait, on n'entre pas dans les charges de copropriété. On ne pèse pas sur ces charges. Ah oui, parce que alors moi, je ne connaissais pas bien le modèle. Ça veut dire que c'est vous qui prenez en charge, parce qu'il faut forcément renforcer comment je peux dire ça, le réseau électrique, quoi, pour tenir la charge. Donc c'est vous qui le prenez en charge. Exactement. En fait, c'est le modèle des câbles opérateurs, des opérateurs Internet de façon générale, c'est-à-dire que nous investissons l'infrastructure de recharge avec sa propre alimentation électrique. Et la copropriété n'a rien à payer. Seuls les utilisateurs qui veulent s'abonner au service payent le service. Ouais. Et vous pouvez monter en gamme en fonction du nombre d'utilisateurs de la copropriété qui s'émettent. On peut équiper au départ une seule place et à terme toutes les places du parking. Ouais, donc le système tel que vous le concevez au départ, il doit pouvoir supporter la charge de tous les copropriétaires qui veulent passer à l'électrique. Exactement. On a bien compris. Il est évolutif. Oui. Alors il y a des entreprises aussi parmi les clients de The Plug, c'est-à-dire des entreprises qui installent des bornes dans leur parking souterrain ou dans leur parking. Oui, exactement. L'activité B2B entreprise est une activité importante. Nous installons à la fois dans des parkings d'immeubles, de bureaux multi-entreprises, où là on retrouve un peu la même problématique qu'en copropriété résidentielle, mais également nous installons des bornes de recharge pour les collaborateurs d'entreprises, de grands comptes, à domicile, cette fois dans des immeubles résidentiels, mais où l'abonnement The Plug est cette fois payé par l'employeur, un peu comme l'employeur paye une carte carburant à certains salariés qui ont un véhicule de fonction. C'est le même modèle économique dans ce cas-là qu'avec une copropriété ou c'est un peu différent? Le pricing, le tarif est un peu différent, la structure tarifaire est un peu différente, notamment on est davantage encore vers du tout abonnement, alors qu'en résidentiel, l'utilisateur achète sa borne et en est propriétaire et ensuite a un abonnement qui est réduit. Ouais.
L'abonnement moyen est autour de 35 € par mois, pour 10 000 km par an de roulage. Il y a une vraie question qui est globale, hein, qui est la question pour le développement évidemment de la voiture électrique, c'est la question de l'accès à des bornes de recharge. Là, on parle de bornes qui sont le plus souvent des bornes privées. On est bien d'accord. Est-ce que vous réfléchissez, parce qu'il y a des entreprises qui proposent de partager comme ça des bornes privées, est-ce que vous investissez là-dedans? Est-ce que ça fait partie des pistes de développement de l'entreprise? Alors, nous avons eu des opportunités dans ce domaine et nous avons choisi de nous concentrer sur les immeubles privés, étant donné que ce marché est déjà colossal et qui représente encore une fois 80% du marché de la recharge à venir. Donc on a préféré se concentrer sur le gros du marché. Merci beaucoup. Merci Frédéric Renaudot. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat, les illuminations de Noël au programme. C'est le débat de ce Smart Impact avec Marc-Antoine Jamet. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président du comité des Champs-Élysées. À vos côtés, Arnaud Lechmel, bienvenue, le président de Leblanc Illumination. Je commence avec vous, Marc-Antoine Jamet. Vous allez nous expliquer dans un instant ce que vous avez prévu pour des fêtes énergétiquement plus sobres. D'abord, ça représente quoi, Noël? C'est peut-être une évidence, une lapalissade pour vous, mais pour les commerçants des Champs-Élysées, c'est le mois stratégique, forcément? C'est un mois stratégique, c'est même 6 semaines stratégiques qui commencent le 15 novembre, puisque les illuminations, depuis quelques années quand même, commençaient pratiquement au lendemain du 11 novembre. C'est un moment qui est essentiel parce que gastronomie, restauration, on sort à Noël. C'est un moment qui est essentiel parce que cabaret, théâtre, cinéma, qui souffrent, on sort à Noël. Et puis pour l'ensemble des marques symboles de la France, qui sont souvent des marques de luxe, on sait que le dernier semestre est le plus important. Comme dans le dernier semestre, c'est le dernier trimestre. Et dans le dernier trimestre, ces 6 semaines sont essentielles. Donc il faut conserver l'émerveillement, la magie, l'attractivité, la vitrine de Noël. Le sens également pour le pays tout entier, parce que c'est un impulseur de commerce et d'activité pour la France entière, et tomber dans la sobriété, espérer la sobriété et montrer qu'on fait un effort au même moment que les Français. On détaillera l'effort. Le point de départ, le lancement des illuminations, c'est une cérémonie, c'est vraiment le point de départ. C'est vraiment un point de départ. C'est un go, quoi, un top. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est repris, la dernière fois nous étions avec Clara Luciani, le moment où elle appuie sur le buzzer, je suis sûr qu'Anne Hidalgo également y est pour quelque chose. Clara Luciani pas mal, c'est des occurrences en Asie, c'est des reprises en Chine, on a fait tous les journaux télévisés le soir même. Il y a un symbole des Champs-Élysées, vitrine de Paris, vitrine de la France, vitrine du monde, qui est un déclencheur. Donc si on change d'attitude par rapport aux illuminations, évidemment ça change la perception qu'en ont les gens, pas simplement en France, mais dans le monde entier. Et on va y venir, c'est très intéressant. Arnaud Lechmel, Leblanc, c'est une entreprise pionnière des illuminations de Noël. Vous êtes engagé pour le développement durable, on va y revenir. Je voudrais d'abord vous entendre. On a vu que plusieurs élus, plusieurs maires se disaient on va supprimer les illuminations de Noël. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Oui, j'ai vraiment une tendance qui existe aujourd'hui. On peut la noter sur le mois de septembre, puisque nos activités de Noël nous amènent à faire 80% de notre chiffre d'affaires entre le 10 septembre et le 5 décembre. Donc on est vraiment dans le rush aujourd'hui. Et il y a effectivement, parce qu'on est dans la symbolique, je rappelle que l'éclairage c'est 4% de la facture énergétique, mais comment dire à des Français de faire des économies et puis en même temps d'illuminer les villes. Donc il y a une sorte de dichotomie qui s'opère, et certains maires disent je ne peux pas demander aux gens de faire des efforts et moi-même de faire des illuminations. Ce qui est très dommageable, c'est que les efforts en termes de consommation énergétique ont été faits depuis des années. Puisque tout le monde parle de la LED, l'éclairage public aujourd'hui passe à la LED, et aujourd'hui celles qui ont des factures importantes, c'est parce qu'elles ne sont pas passées à la LED. Et depuis 1996, nous avons mis des guirlandes à LED, et 100% de nos produits sont avec des LED aujourd'hui, qui permettent une réduction de 90%. C'est ce que j'allais vous demander. 90% de factures en moins. Ça représente quoi l'illumination de Noël dans une ville, on va dire, de 20 000 habitants pendant, alors c'est beaucoup plus long qu'une semaine, mais pendant une semaine par exemple, ça représente quoi? Un cycle annuel, une consommation d'un lave-vaisselle, 260 kW. Donc on peut se dire que c'est pas énorme. On est plus dans le symbole, c'est ce que vous êtes en train de dire. On est absolument dans le symbole, puisqu'aujourd'hui, vous savez que nous répondons à des appels d'offres. Évidemment, la question de l'énergie est dans les appels d'offres. Aujourd'hui, je peux vous dire très simplement que le coût de l'énergie pour les illuminations de Noël, c'est 2 centimes par habitant.
Donc c'est totalement Donc on est dans le symbole. Mais ce symbole, il est important, Marc-Antoine Jamet, et vous nous l'avez dit, la ville de Paris qui est regardée, et les Champs-Élysées particulièrement dans le monde entier, la ville de Paris a annoncé un plan de sobriété énergétique. La Tour Eiffel, elle sera éteinte à 23h45 au lieu de 1h du matin, les bâtiments publics à 22h. Qu'est-ce que vous allez faire précisément sur les Champs-Élysées pour prendre votre part? Un effet d'exemplarité, un effet d'entraînement. Première chose, les illuminations vont durer moins longtemps. Elles s'arrêtaient le 15 janvier, elles vont s'arrêter le 2 janvier. Elles vont briller moins longtemps dans la nuit. On se terminait, autant le dire, vers 2h du matin. Aujourd'hui, ce sera 23h45 avec 2 exceptions notables. J'avais oublié de le dire, c'était dramatique et on avait raison. Le 24 décembre, où elles seront illuminées plus longtemps. Et le 31 décembre, ce serait bête pour un quart d'heure de perdre minuit et le moment où on passe à l'année suivante. C'est dommage. Mais voilà, et avec cet effort de LED qu'on a fait depuis longtemps, aujourd'hui c'est 15 000 kilowatts. C'était 480 000 kilowatts quand on utilisait des ampoules à filaments. Donc on a déjà baissé considérablement. Mais là, on va encore baisser de 44%. On était à 23 000 kilowatts l'année dernière. On sera à 12 300 cette année. On a baissé de 44%. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'effet d'entraînement. Les illuminations, on est dans un quartier où 250 000 personnes travaillent, où les bureaux restent allumés, où les vitrines restent allumées. Et les 180 adhérents des Champs-Élysées ont décidé de fermer leurs lumières, leurs écrans, à 22h. Et c'est ça la grosse économie, parce que d'un côté des LED, je ne suis pas certain que toutes les vitrines étaient en LED, tous les écrans étaient en LED, et l'énorme économie, c'est l'effet d'entraînement du comité auprès de tous ses adhérents. On va avoir des cinémas, on va avoir un certain nombre de bureaux, de restaurants, quand ils seront fermés, qui vont arrêter les lumières. Ouais. Mais éteindre les lumières dans les vitrines, la loi l'impose depuis plusieurs années. Je me suis toujours demandé pourquoi ce n'était pas appliqué ça. Est-ce qu'il y a un effet business, le fait de garder sa vitrine allumée jusqu'à 1h de mat ou parfois toute la nuit? Il y a des temps collectifs, il y a des moments partagés qui sont l'émerveillement et la magie. Et il se trouve que la lumière, depuis la nuit des temps, je crois que le Christ est né à la place d'une fête de la lumière païenne, tout ça, un petit, quand même, notamment au cœur de l'hiver, a un sens. Et c'est vrai qu'il y avait un effet d'attractivité, d'entraînement, de commerce qui était important. Là, ce que nous allons essayer de faire, c'est de garder ce moment de joie, mais de le limiter un peu dans la nuit. C'est ça qu'on va faire, et je pense que c'était nécessaire. Si on est une avenue moderne, on doit être une avenue modèle. Si on est la vitrine de Paris, on doit être avec les Parisiens. Et je pense qu'il y avait cette dimension psychologique et symbolique avant cette dimension énergétique, même si une fois encore, 22 heures, plus d'illumination, plus de lumière dans toutes les vitrines qui l'ont accepté, ça va être une économie considérable. Oui, c'est important. Toutes les vitrines qui l'ont accepté, ça veut dire quoi? C'est 80%? La totalité des adhérents pour le moment. Alors là, on est en train un peu de faire le serre-fil parce que certains l'avaient, comme toujours, je donne ma vitrine à la cause commune, puis ils l'ont peut-être un petit peu oublié quand on se rapproche. Le 15 octobre, il faudra que tout le monde, il faudra que tout le monde suive ce mouvement qui me paraît être une chose plutôt bien. Et le lancement des illuminations, la date, c'est? Alors, c'est le 20 novembre, et voilà, on appuiera sur le buzzer, ça va s'éclairer. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un moment on, mais qu'il y ait un moment off, et que le premier soir du 20 novembre, quand on va arrêter cette électricité, qu'il y ait un moment de fête un petit peu aussi, on appuie sur le buzzer avec la vedette l'égérie, dont je ne dirai rien pour le moment, mais qui va arriver. Il faudrait qu'on fasse la même chose de manière, peut-être avec des enfants, peut-être avec des ONG, à 23h45, quand le scintillement va s'arrêter. Bonne idée, joli symbole. Arnaud Lechmel, votre entreprise, elle est labellisée RSE 26 000 depuis l'an dernier. Vous avez rejoint la communauté du Coq Vert, lancée par BPI France et la Banque des entreprises, qui regroupe des entreprises françaises engagées dans la transition écologique. On va rentrer un peu dans le détail. Comment vous faites pour baisser la consommation électrique de vos décors? Par exemple, il y a le boîtier Maestrio. J'ai appris ça en préparant l'émission. C'est quoi ça? Absolument. Tout simplement, bien souvent, on est branché sur le secondaire et les illuminations sont allumées toute la nuit jusqu'à 6h du matin. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu surprenant et qu'on pourrait couper à minuit ou 20h, 3h45, que vous en parliez. Pour ça, il faut-il avoir un boîtier. Donc on a développé avec une société d'Angers, donc une société française et une fabrication française, un boîtier qui s'appelle Maestrio et qui permet tout simplement que chaque illumination se reconnaisse, de créer des rues et ensuite de mettre des horaires, tout simplement, des horaires spécifiques pour le 24 décembre, évidemment pour le 24 décembre et le 31 décembre, tout simplement. L'entreprise, elle existe depuis combien de temps? Depuis 1958. 1958. Est-ce que cet engagement, finalement, on ne disait pas ça, on ne disait pas éco-responsable à l'époque, mais est-ce que ça fait partie un petit peu de l'ADN de l'entreprise? Évidemment, parce que, comme vous le rappeliez, mon voisin, quand on avait des guirlandes à incandescence, la consommation était la chauffe, la consommation était totalement délirante et la LED a totalement révolutionné. Et je connais peu de maires qui, quand ils illuminent,
font le lancement de leurs illuminations, disent immédiatement ce sont des LED. Et j'ai souvenir comme ça de l'illumination de Bercy, où à l'époque Christine Lagarde disait mais je sais qu'on va me critiquer, mais sachez que ça consomme moins qu'un sèche-cheveux. Elle avait un petit peu utilisé ce phénomène. Oui, d'accord. Et donc les LED 100% aujourd'hui, ça vous nous l'avez dit. Est-ce qu'il y a d'autres innovations sur lesquelles vous travaillez ? Alors, les innovations, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on parle de réindustrialisation en France. Le Blanc l'a fait. Nous avons investi plus d'1 million d'euros dans 4 robots d'impression 3D, où nous imprimons plus de matières biosourcées, recyclables, recyclées, qui permettent tout simplement d'utiliser encore moins d'aluminium, même si cet aluminium est lui-même très biosourcé. Parce que quand on crée des illuminations de Noël, la matière première de base, c'est l'aluminium ? La première, oui, il faut un cadre. Il faut un cadre pour créer des formes, tout simplement, de la chaudronnerie. Et aujourd'hui, avec ces impressions 3D, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des décors qui sont beaucoup plus visibles la journée. Et une des performances de Leblanc, c'est d'avoir fait des décors qui s'impriment en matière translucide. Car si vous avez des décors qui sont pleins, la journée, c'est très joli, mais le soir, les LED font de l'ombre. C'est tout bête. Donc de nuit, ils sont moins jolis. Leblanc a développé et patenté en fait une impression qui permet d'avoir les couleurs que vous voulez et de pouvoir donner une dynamique de couleurs en plus. Est-ce que les décors, Marc-Antoine Jamet, ces illuminations, ils sont mis de côté? Je pose vraiment des questions de base. Réutilisés chaque année, ou est-ce que vous vous dites il faut réinventer? Il y a aussi une dimension de créativité avec tout ça. Il y a un mélange de tout cela. Ça faisait 4 années, et le Covid y avait un peu aidé, que nous avions des illuminations rouges, pourpre, écarlate, donc j'ai cru comprendre que les gens avaient un peu assez. D'accord. Et donc il a fallu changer, mais il est clair que les illuminations qui commencent maintenant sont probablement celles qui vont nous emmener jusqu'aux Jeux Olympiques, d'autant plus que celles des Champs-Élysées sont devenues plus performantes, elles vont scintiller, elles vont briller, elles vont changer de couleur. Donc oui, on garde plusieurs années de suite un décor. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même une fatigue de celui qui le voit et qu'on demande aux Champs-Élysées d'être tout le temps une surprise, une fête. Paris est une fête, les Champs-Élysées aussi. Il faut donc que ces illuminations le soient aussi. Mais on a cette tempérance qui fait que les dernières ont duré 4 ans, notamment les 2 années de Covid. D'accord. Voilà, mais on les a changé. Alors, vous avez été officiellement désigné président du comité des Champs-Élysées en juin dernier. Vous voulez en faire l'axe majeur des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est quoi l'ambition? D'abord, l'ambition, elle va au-delà des Jeux Olympiques. C'est de refaire des Champs-Élysées un lieu agréable. Vous savez que sur 100 personnes qui se promènent sur les Champs-Élysées, il y a 2 Parisiens qui flânent. C'est-à-dire que vous, moi, l'idée d'une promenade, ça ne nous vient pas à l'esprit. Donc, refaire avec la mairie de Paris les Champs-Élysées, en faisant en sorte que les jardins, en faisant en sorte que les chaussées, les trottoirs, il y a déjà 30 millions d'euros qui vont être mis par la mairie avant les Jeux Olympiques, soient plus agréables, qu'on ne tombe pas dans un trou, qu'il y ait des potelets là, au lieu, là où il n'y en a plus, des bancs en bon état. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est culturellement, en animation, j'aime le hip-hop. Il ne doit pas être la seule programmation des Champs-Élysées. Depuis maintenant 2 mois, nous faisons passer des fanfares qui viennent de la France entière, des marching bands américains, des shows japonais. Et l'idée que, c'était encore le dernier dimanche pour la piétonisation, l'idée qu'on s'amuse, on est ébahi, on sourit, on est bon enfant aux Champs-Élysées, c'est assez agréable. Donc, les changer culturellement et animation, les réparer, et puis trouver en effet, pour les Jeux Olympiques, une idée qui fasse que nous ne soyons pas complètement mis de côté par la Seine. Il y a un autre grand axe à côté des Champs-Élysées, c'est la Seine. Ce sera le lieu de la cérémonie. Si sur l'Arc de Triomphe, je me rappelle de Zidane et de son visage en 98. Il pouvait y avoir une sorte de commémoration chaque soir des médailles, pas simplement celle de la France. Ce serait assez extraordinaire, mais il y a également le Champions Park au Trocadéro, donc il va falloir se battre pour que les Jeux Olympiques aient leur place sur les Champs-Élysées. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous parler des enjeux des illuminations de Noël. On passe à Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On va parler recyclage tout de suite. Bonjour Marie Soudré-Richard, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Revival que vous avez créé il y a 2 ans avec Hélène Guéret et Guillaume Affringue. C'était quoi l'idée de départ? Pourquoi vous l'avez créé? Alors on l'a créé, je vais vous donner un chiffre qui est assez impressionnant. En Europe, il y a 2 millions de tonnes, c'est pas mal, de textiles et chaussures usagées qui sont incinérés ou exportés dans des conditions un peu opaques. Donc on s'est dit qu'il fallait arrêter ça. Donc au-delà du carnage écologique, on va dire, on s'est dit que ça constituait finalement une matière qui pouvait être récupérée, qu'on pouvait régénérer, ou du moins qu'on allait travailler là-dessus, pour l'utiliser à la place de matières neuves et donc avoir un impact positif.
C'est ce qu'on appelle les thermoplastiques notamment, sur lesquels vous travaillez pour les recycler? Alors vous avez raison, parce qu'on a commencé par les chaussures. On a d'autres flux maintenant en fait, qui contiennent du thermoplastique. Mais la chaussure, c'est hyper complexe parce que ne serait-ce que dans la semelle, on peut avoir 2 ou 3 matières. Et ensuite, dans la tige, la partie autre, on peut en avoir jusqu'à 70. Donc l'objectif, c'est de les séparer, d'isoler ces composants, d'avoir un taux de pureté le plus important possible, et après de trouver des applicatifs, donc soit en les régénérant, soit en les laissant sous forme de granulats, et avec cette intention qui est très très importante, qui est qu'on génère toujours un impact positif, qu'on ne fasse pas finalement ce recyclage pour rien, et qu'in fine on s'aperçoit qu'on consomme plus de CO2 que si on avait incinéré. Ouais. Vous êtes venu avec quoi? Avec une semelle de chaussures, c'est ça? Ouais, c'est un bon 44, ça. Alors, je pense que c'est même un 47. En fait, on a... Montrez-le assez haut, qu'on le voit bien, voilà. Donc ça, c'était quoi au départ, ça? Ce qui n'avait jamais été fait, en fait. On a extrait du caoutchouc de chaussures qu'on appelle des cupsoles, donc votre Stan Smith, votre Veja. Et on a pris ce caoutchouc, on l'a régénéré, donc c'est un processus de dévulcanisation, donc c'est assez pointu. Et on l'a réintégré dans de la matière neuve pour pouvoir donc substituer une partie de la matière neuve par cette matière recyclée. Et ce qui est très important, en fait, c'est qu'on voulait garder les qualités de départ pour que finalement, avec cette semelle, on ait une durabilité qui est aussi importante qu'avec une semelle neuve. Ça veut dire que vous avez créé une usine de recyclage des thermoplastiques, dans lesquelles, ce que je suis en train de comprendre, c'est qu'il y a plusieurs innovations, plusieurs technologies différentes qui cohabitent, c'est ça? Exactement. En fait, la première étape, c'est de broyer ces chaussures et après de les faire passer par des systèmes de séparation qui sont un enchaînement de technologies qui fait qu'on va mettre le caoutchouc d'un côté, le VA de l'autre, le TPU, etc. Et après, on va finalement regarder quel est le potentiel de ces matières et décider ce qu'on en fait. Donc ça peut être un revêtement pour piste cyclable, on a breveté un, ça peut être de refaire une semelle, ou ça peut être de travailler sur d'autres applicatifs. Est-ce que la loi AGEC, anti-gaspi pour une économie circulaire, est finalement un peu à l'origine de la création de Revival? C'est-à-dire que cette obligation de recycler, de ne pas enfouir ou incinérer les invendus, etc., etc. Vous vous êtes dit, là, d'un seul coup, il y a une source de matière première qui va arriver? Alors, la loi AGEC, en fait, interdit de détruire les invendus. C'est ça. Donc, nous, on ne détruit ou on ne recycle que les invendables, ce qu'on appelle l'ultime, c'est-à-dire ce qui est arrivé complètement en fin de vie. Néanmoins, vous avez totalement raison, parce que la loi AGEC, finalement, a initié ce mouvement, et les marques se sont dit, il faut quand même qu'on prenne la responsabilité de tout ce qu'on met sur le marché. Donc c'est pour ça que finalement, elles sont allées vers une réutilisation des invendus. Et après, en fait, cette question de décider de nous confier l'ultime, c'est vraiment de dire aujourd'hui, on a un risque réputationnel, mais surtout, on ne veut plus, comme je le disais au démarrage, que ça parte à l'export. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les filières, elles n'existaient pas, elles existaient embryonnaires, vous êtes en train de les créer? On est un peu en train de les créer, et surtout parce que c'est un partenariat avec nos clients. Donc nos clients, c'est Decathlon, Aigle, Go-Sport, on a une vingtaine de clients. Et donc en gros, on va récupérer des bacs qui sont pleins à la sortie de leur magasin, qui sont pleins de chaussures usagées que les consommateurs en fait ont déposées. Et donc c'est comme ça que petit à petit avec eux, on est en train de construire cette filière avec vraiment l'intention de garder cette matière en France et de réindustrialiser et de pouvoir lancer des productions qui sont en local. Il n'est pas question que la matière reparte en Chine. Merci beaucoup. Merci Marie Soudré, Richard Bonvent à Revival. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louise Perrin à la production et à la programmation, assistée de Lily Zalkin aujourd'hui, Thibaut Goury-Lafont au son et Angèle Jean-Girard à la réalisation. Merci à tous et merci à vous de votre fidélité. Salut.